Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas. La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électrique. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés, compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé: éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four. Moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue exige beaucoup plus de traitements manuels et mécanisés. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces
peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée. Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière, urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scorie, tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte. Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes,
se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée, un atelier équipé de plusieurs fours peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines, pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire, réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif,
est doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe 2 méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution,
offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable. Car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine,
et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent.
D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux aux noms complexes, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants, des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique,
façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs. Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons,
de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoias géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects de technique, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières.
Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines où l'on en fait du papier, du carton et bien sûr nos vieilles connaissances. Les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, où la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe la grume n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame,
qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaillent des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune. Le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur. Les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication.
C'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde. La continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement, et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement.
Ces orifices s'appellent des filières et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle étirage-recuit-étirage peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre microfissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital.